Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'suis encore bourré comme un Polac, donc j'pensais voir Laurent Ournac. J'crois que j'suis toujours à côté de la plaque, mais en politique j'sais qui est le crack. Ouais j'sais qui est le crack. Juste milieu. J'crois que j'sais qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'est pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir j'ai qu'un euro, mais au moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Fröhliches-Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma... République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques.
Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'suis encore bourré comme un Polac, donc j'pensais voir Laurent Ournac. J'crois que j'suis toujours à côté de la plaque, mais en politique j'sais qui est le crack. Ouais j'sais qui est le crack. Juste milieu. J'crois que j'sais qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'était pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, non, moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Fröhliches Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Ça tourne en boucle comme BFM. Messieurs, dames, bonjour les copains. Hello my friends. Comment allez-vous les amis? J'espère que vous êtes plein badin, que vous êtes plein gaz. On est jeudi. Putain, on est à ça. On est à ça de vendredi, et après c'est samedi, après c'est que du bonheur les amis, voilà, après c'est du bonheur pour un joli week-end qui s'annonce. On parlera week-end demain évidemment sur ce que vous avez prévu, sur ce que vous n'avez pas prévu, on va y aller plein gaz, c'est rugby avec France, enfin avec Nouvelle-Zélande-France, on en parlera demain de ça, ouais, j'ai un petit coup de gueule, j'en ai un aussi aujourd'hui, donc tu vois il y a de tout. Les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au taquet, après cette belle soirée que nous avons passée hier pour la farce tranquille épisode 200, épisode 200, putain c'est fou, ça nous rajeunit pas, mais on était là, c'est que du bonheur les copains. Et aujourd'hui, on part sur une belle émission avec un menu coquin. On a coup de gueule, je vous l'ai dit, on a instant grognon, on a quelques éléments d'actu un petit peu sympatoches et on a surtout un gros dossier. C'est un sujet que je voulais traiter avec vous depuis un petit bout de temps sur la franc-maçonnerie à ciel ouvert avec quelques affaires récentes. On va se farcir un personnage que
tout le monde connaît, mais qui me gonfle un petit peu, hein, notamment sur des positions par rapport à la franc-maçonnerie. On va parler de tout ça, les amis. On va se régaler avec cette grosse séquence dans le Juste Bistrot d'aujourd'hui. Les copains, merci pour les subs à Skoll69, le sub 12e mois. Merci beaucoup les amigos. Merci beaucoup les amigos. Voilà. Gracias, empanadas. Je crois que ça se dit comme ça, il me semble, au Mexique, chez nos amis chicanos, évidemment. Il y a mon Dark Joke 76 qui dit « La forme, Rémi ?» Bah absolument, plein badin. C'est vrai qu'hier, quasiment 3 heures d'émission en direct, même plus, parce que Juste Bistrot, la farce tranquille, a duré 2 heures quasiment. J'avoue que j'étais un peu rincé en rentrant à la baraque, mais voilà, c'était du plaisir, c'était du bonheur, ça fait, voilà, ça régale, ça donne l'énergie. Et là, on est pas mal, la semaine a été bien chargée, on arrive gentiment à la fin, donc ça c'est cool. Ça c'est cool les copains, on se régale. Merci à Dr Nut 59 pour le subprime 30e mois, merci beaucoup les amis, merci pour le sub, vous êtes au top. Il y a mon Luxtalua 88 qui dit hello depuis Montpellier, ça se régale au soleil. Ah, il fait chaud, je connais le secteur, pour avoir expérimenté le secteur Gare, Hérault, Occitanie comme faut dire aujourd'hui, c'est vrai que ça peut cogner l'été. Ouais. C'est le problème de ce coin-là du sud, hein. C'est que t'as des fruits et légumes pas chers, mais il fait chaud. Putain, il fait chaud. C'est Aqualand dans mon string, hein, comme j'aime à rappeler. Donc c'est vrai que faut être très précis sur ce genre de notions. Les amis, Matt Le Z qui dit oulala, tu t'attaques à la franc-maçonnerie, la canicule va durer. Bah ouais, là, c'est une vidéo, ça va chier des bulles carrées. Hein. Je vais pas vous mentir. Ça va y aller, hein, ça va y aller. Blueby 3 qui dit Toulouse, il fait tout gris, mais on cuit à l'étuvée. Il paraît qu'il y a de l'orage. À Lausanne, il parle d'orage pour aujourd'hui ou demain. Ça doit se refroidir un de ces quatre. Donc ouais. Ça doit se refroidir un de ces quatre. Je sais pas si c'est pareil par chez vous. Attends, j'essaie de baisser ça parce que ça commence à m'emmerder dans les grandes largeurs. Voilà, là c'est bien. Parce que j'ai tendance à me tasser. J'ai un côté flambi comme ça. Oh. À un moment donné, je me tasse. Faut faire important. Engrim Van Horstman qui dit juste milieu, as-tu vu l'article du Figaro sur le député allemand et le bouclier nucléaire? Non, j'ai pas fait les journaux ce matin. J'avoue que ce matin, j'ai traîné au lit parce que justement, j'étais rincé après l'émission d'hier. J'ai un peu plus dormi, j'ai pas fait les journaux aujourd'hui. Donc non, j'ai pas vu ça, je vais creuser, rattraper mon retard, c'est important. Steph C qui dit il fait très très lourd, absolument, il fait très très lourd. Voilà, je pense que c'est pareil un peu partout. Le rat libre qui dit c'est vrai que l'hiver je me gèle les couilles, mais là je ne regrette pas de vivre en pleine Auvergne. Magnifique, dans quel coin en Auvergne? Dis-nous, ça régale. Voilà. Lux Talua 88 qui dit c'est ton côté François Hollande, ah, c'est vrai. Je me tasse, que veux-tu, je me tasse. Et mon Jérôme que j'embrasse qui dit en ce moment c'est quand même devenu respirable. Voilà, évidemment du côté de Toulouse. On embrasse Toulouse la belle, Toulouse la grande. Un torrent de cailloux roule dans ton accent. Nougaro, évidemment. Claude Nougaro, qu'on embrasse. Ah, j'adore Claude Nougaro. Je suis pas le fan ultime, je vais pas vous raconter des sornettes, mais j'aime beaucoup. Ah ouais. Ah putain. Ah si, c'est beau. Claude Nougaro, c'est beau, putain. Dansez sur moi le soir de vos fiançailles. Dansez dessus mes vers luisants comme un parquet de Versailles. Embrassez-vous, enlacez-vous, ma voix vous montre la voie lactée, la voie clarté où les pas ne pèsent pas. Ah, c'est beau, putain. Danser sur moi, c'est magnifique. Ah, c'est une de mes préférées. Armstrong, qui est la plus connue, mais Danser sur moi, c'est beau. Putain. On a quoi? Cécile, ma fille, évidemment. On a quoi d'autre dans mes préférés? Eh oui, 4 boules de cuir, évidemment. Ça, j'adore aussi. C'est la boxe, putain. Ah, j'adore. Vraiment, Claude Nougaro, c'est dans mon top. Je vais pas vous mentir. Mon Orlov 1389, j'espère que tu vas bien, camarade. J'espère qu'on va se recroiser. Il y a un apéro qui est en train de s'organiser dans le Télégramme, juste milieu. Apéro à Lausanne, que je dise pas de conneries. On va se faire un apéro à 18h30 le Pim Pam Poum. Attends, qu'est-ce qu'ils ont mis?
Alors je sais pas si t'es déjà dedans mon camarade, le 16 juillet, donc pas la semaine pro, celle d'après, il y a un apéro à Lausanne, donc j'espère que tu seras là mon Orloff, bah voilà, qu'on se fende un peu la gueule. Et tu nous dis du coup le message, as-tu vu l'interview de l'ancien entraîneur de Festina chez Toxin? Il a parlé de dopage et a tiré à boulet rouge sur Pogacar. C'est Antoine Veillé, ouais. Antoine Veillé que je suis beaucoup sur Twitter, j'aime beaucoup le boulot qu'il fait et je vais essayer de le faire venir sur Juste Milieu. Parce que je le trouve vraiment chouettos mais effectivement je vous avoue putain, je crois que ça fait plus de 10 ans que j'attends le Tour de France tous les ans, c'est mon petit plaisir. Quand j'étais jeune, à partir de 13-14 ans, je regardais tout le temps le Tour de France. Quand les parents étaient au boulot, tu vois, j'étais à la baraque, c'est normal, c'est les vacances d'été, j'étais à la baraque, je regardais le Tour de France, j'ai appris à aimer le Tour de France comme ça. C'est mes souvenirs de vacances. Quand j'étais jeune, on partait souvent en août, on partait souvent fin août, donc bon bah j'étais à la baraque, une fois que t'as fait tes devoirs, faut t'occuper. Donc je bricolais en regardant le Tour de France, j'adorais ça. Et j'adore toujours, c'est mon petit plaisir de l'été. Mais c'est vrai que là, bon, je suis un peu... Ouais, c'est... Après, voilà, c'est toujours pareil. Je sais que quand on parle de vélo, je vais vous dire, ouais, Pogacar, je trouve qu'il est dopé, c'est un scandale. Il y en a plein qui vont me dire, ouais, mais Rémi, on n'a pas attendu Pogacar pour qu'il y ait des dopés dans le cyclisme. Évidemment. Si vous voulez, on s'en était fait une raison à un moment donné. Dans le cyclisme, on sait très bien que bon, c'est compliqué de trouver des gars propres. Bon, bah voilà, bon gré mal gré, le problème de Pogacar, c'est que même si tu t'accommodes à l'idée de dopage dans le cyclisme, Pogacar est encore plus dopé que ses autres collègues. Là, ça commence à devenir complexe. Donc bon... Non, c'est un coup de gueule que je pousse. C'est un coup de gueule. Merci à Mizikosofi 972 pour le sub 14e mois, évidemment. Merci. Franco-arménien qui dit: je parie que tu connais pas Jojo, le roi du projo de Nougaro. Alors là, non. Alors là, tu m'as bien eu. Je la connais pas. Je la connais pas, celle-là. C'est pour ça que je disais, je veux pas jouer aux fans, à l'archi-fan. J'adore Nougaro, mais je suis pas l'archi-fan. Je me l'écouterai, celle-là, dans l'autocar, avec mes écouteurs. J'ai des écouteurs, regarde, j'ai des écouteurs de connard, là. Tu sais, les trucs, tu te fous le bouchon dans le cul, là, dans l'oreille, et tu mets ta musique, c'est insupportable. C'est insupportable. On a quoi comme message? On a Olivier Marstress qui dit: au fait, merci pour le cahier de vacances, c'est vraiment sympa, c'est amusant. Et ben tout ça, c'est sur une idée originale de Marie-Édouard qui se sont dit: on va faire un cahier de vacances. On va faire un cahier de vacances pour les copains, avec du quiz, avec du mot fléché à la sauce juste milieu. Et j'espère que ça vous fait plaisir, les copains. Je vais vous donner le lien. Je me le suis pas noté. Vous donnez le lien pour ceux qui veulent récupérer le cahier de vacances juste milieu. Un petit boulot sympa comme tout. Voilà, c'est du bonheur, évidemment, pardi. Voilà, regarde. Tiens, je vous mets le lien dans le chat. Si vous voulez récupérer ça, les amis, pour les vacances, vous pouvez l'imprimer, évidemment. Il a été fait pour être imprimé. On vous l'envoie en numérique. Vous pouvez l'imprimer, évidemment. Si vous voulez, il se remplit en numérique. C'est que du plaisir. Voilà, n'hésitez pas, les copains. Merci à mon Olivier Marstrez. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Anarchy08 qui dit: c'est pas du dopage, c'est de l'optimisation biologique. C'est vrai qu'on en parlera peut-être demain, hein, mais demain, ouais, il y aura une fenêtre rugby, peut-être Tour de France, parce que le Tour de France s'élance de Lille ce samedi. Ça y est, ça commence ce week-end. Pourquoi elle s'est éteinte, celle-là? Ah, c'est encore un coup des Russes! Ah, c'est pas vrai. Voilà, après, je suis pas éclairé, merde. T'as vu, j'ai mis ma chemise beige en plus. On dirait Indiana Jaune. Ouais, qu'est-ce que je disais? Oui. Ce qui est intéressant, ce qui est triste, mais ce qui est intéressant avec Pogacar, c'est que il y a une forme d'optimisation technologique, d'optimisation physique, et qu'on en avait déjà parlé quelques fois. Se pose aujourd'hui la question de l'usage, notamment de l'ARN messager, à des fins de dopage sportif. C'est un vrai sujet qui existe aujourd'hui, c'est un vrai sujet, une vraie question qui se pose, et si ça vous intéresse, on peut parler de ça demain. Si ça vous intéresse, on peut parler de ça. On verra si j'arrive à trouver quelques documentaires à vous montrer, ou un documentaire sur la question. Il y avait eu un papier de l'équipe assez passionnant là-dessus, qui montre à quel point en fait l'ARN messager est une technologie révolutionnaire, mais révolutionnairement dangereuse, si j'ose dire. Et notamment au niveau du dopage sportif, ça peut devenir une réalité. Donc, à voir. J'essaierai de vous trouver des trucs, on en parlera un de ces quatre. Les copains, voilà, évidemment. Et c'est vrai que c'est assez délirant, assez effrayant. Alors, on est dans la continuité de ce qu'on disait la dernière fois avec, vous savez, les compétitions sportives avec le dopage autorisé, les Unsaid Games, tu vois. On est dans cette veine-là.
Et c'est assez flippant, quoi. Assez flippant. Marcel Zoro qui dit LA Confidentiel, excellent ouvrage. Je crois que je l'ai pas vu. Je crois que je l'ai pas lu. Pardon. Je crois que j'ai pas lu. C'est de qui déjà? Rappelle-nous, mon Marcel Zoro, je sais plus qui a dit ça. Je sais plus qui a dit ça, les amis. Qui a écrit ça. Non, mais ça fait partie des petits sujets. Ça fait partie des. Ah oui. Salut à mon Kaiser Insos qui vient de débouler. Et voilà, il régale, il a raison lui aussi. Il est détendu. Oui, pardi. Les amis, alors tiens, on va commencer avec ça, les amis. Je tenais à vous parler de ça parce que c'est un truc qui m'enquiquine. Alors il y a mon Hervéro qui dit il y a du Discord aujourd'hui. J'ai désinstallé et réinstallé Discord hier, ça ne marche toujours pas. Donc là il faut que je mette les doigts sur le coup. Je n'arrive pas à ouvrir Discord via le logiciel. Alors attends, je peux peut-être passer sur le site internet du coup. Mais c'est chiant, on avait un truc qui fonctionnait bien. Faut que je regarde parce que le logiciel ne se lance plus. Le logiciel Discord ne se lance plus. Attends, j'essaie de me connecter. Pim pam poum. Ah, attends, c'est bon, j'y suis. Regardez. Non mais t'as vu, en un tour de cuillère à peau. Hein. Regarde, c'est bon, ça marche. Vous pouvez venir. Normalement, ça fonctionne. Je suis passé par le site internet, donc n'hésitez pas pour intervenir sur certains sujets. Évidemment, les copains. Il y a Massan3466 qui dit Hello Rémi, en plein déménagement. Actuellement, bon courage. Sous ce soleil, c'est ce qu'on appelle le pif. C'est ce qu'on appelle le sens du timing, et ça fait plaisir. On commence, les amis, avec un sujet dont je voulais absolument vous parler, et c'est un instant grognon. Voilà, il n'y a pas eu le son, alors je la remets. Voilà, alors, pourquoi l'instant grognon, les amis? Vous avez peut-être suivi ça. Je voulais vous en parler parce que c'est une émission que j'aime beaucoup. C'est pas forcément le personnage dont je vais vous parler, dont je prends la défense pour une raison X ou Y, mais vous avez peut-être entendu parler de l'arrêt de questions pour un champion en semaine. C'est-à-dire que France Télévisions a annoncé que Question pour un champion allait être arrêté la semaine et qu'il allait être diffusé seulement le week-end. Et je trouve que c'est un scandale. Je trouve que c'est un immense scandale pour plusieurs raisons sur lesquelles on va parler, hein, on va y revenir à chaque fois. Déjà, j'ai envie d'envoyer tout mon soutien à Samuel Etiel, qui est quand même un drôle de personnage donc je regarde l'émission Question pour un champion de temps en temps. C'est un personnage qui est arrivé sur les réseaux et notamment sur Twitch. Hein, il a construit une communauté assez extraordinaire où il a une matinale, où il s'est vraiment mis dans les codes de Twitch, il s'est mis aux jeux vidéo, il a intégré cette communauté-là, il a amené des jeunes à regarder Question pour un champion en naviguant en fait entre des univers différents. Il a joué le rôle de rond-point entre des communautés, des classes d'âge qui n'étaient pas censées se retrouver. Donc je trouve que c'est un mec passionnant, que je connais pas forcément beaucoup. Comme dit, je regarde surtout Question pour un champion. Ce qu'il a fait après dans les jeux vidéo et tout ça, c'est plutôt la partie d'Edouard, hein, pour le coup, de l'équipe Juste Mire. Donc je connais pas assez, mais vraiment un immense soutien à Samuel Etienne parce que c'est un type intéressant. C'est un type qui s'y file, comme on dit, qui s'intéresse aux choses, qui a réussi à être un rond-point. Et je trouve que la décision de France Télé, déjà, ne se justifie pas sur le plan financier. Samuel Etiel a avancé des raisons, a avancé des chiffres qui montrent que France Télé bricole un peu, parce qu'au niveau des audiences, on est très loin d'une chute. Au contraire, ça se stabilise. Question pour un champion fait de très bons scores. Et au niveau financier, c'est une émission qui ne coûte pas forcément très cher. Donc, je vous invite à regarder sur sa chaîne YouTube ou sa chaîne Twitch, notamment YouTube, il a fait toute une émission d'1 heure là-dessus. On va pas se la remettre en entier, je vous invite à regarder pour ceux qui veulent les raisons en détail. Je trouve que c'est un immense scandale. C'est un immense scandale qui va dans la continuité de la chasse aux mâles blancs de plus de 50 ans sur France Télé. Faut poser le sujet sur la table, on va être très clair. Le licenciement de Tex, c'est ça. Vous n'allez pas me faire croire qu'une pauvre vanne qui peut scandaliser, qui peut choquer, vous n'allez pas me faire croire qu'une pauvre vanne est à l'origine du licenciement du gars. C'était un motif parfait.
C'était la bonne excuse pour dégager le bonhomme. Il y a une volonté chez France Télévisions qui est assumée par Delphine Ernotte, donc la présidente de France Télé, qui a été renouvelée dans ses fonctions. On rappelle sa déclaration, on rappelle cette séquence qui date de 2 ans en arrière, quelque chose comme ça. La présidente de France Télé qui avait déclaré ceci. Alors tout d'abord, je tiens à dire qu'on ne représente pas la France telle qu'elle est, parce que si on représentait la France telle qu'elle est, on aurait toujours 5% de femmes dans les dans les expertes. Pardon de dire ça comme ça, mais on essaie de représenter la France telle qu'on voudrait qu'elle soit. Donc, voilà. alors tout d'abord. Donc vous avez aujourd'hui la présidente de France Télévisions qui vous dit que l'objectif sur France Télévisions est de représenter la France telle que il voudrait qu'elle soit. C'est-à-dire que ces gens-là sont dans une propagande. On va arrêter les conneries. Quand on met en avant des lois ou des règles, vous savez, sur les quotas, la visibilisation des minorités et compagnie, c'est de la propagande. La réalité, c'est que vous avez un petit groupuscule de bourgeois complètement hystériques qui ont pour objectif de représenter une vision de la France qui est la leur. Et ils vous l'imposent aux chausse-pieds parce qu'ils ont l'argent, parce qu'ils ont les réseaux, parce qu'ils ont le pouvoir. Et donc, c'est précisément une marque supplémentaire de domination culturelle et d'une escroquerie qui est au pouvoir dans ces classes des élites. Et donc, France Télévisions en est le symbole absolu, le groupe de télé est lié directement à l'État, où vous avez Delphine Ernotte qui est l'incarnation de cette bourgeoisie complètement déconnectée, cette bourgeoisie complètement, on va dire, extrémiste sur la poussée d'une idéologie qui n'est pas une idéologie partagée de manière majoritaire dans la France. Et je pense, et ça n'est que ma lecture, évidemment je n'attribue ces propos à personne d'autre sinon que moi, je pense que l'arrêt en semaine pour l'instant de Question pour un champion va dans ce sens-là. Il y a quelque chose de personnel par rapport à Samuel Etienne, là encore c'est mon interprétation, mais j'en crois aussi les messages qu'a écrit Samuel Etienne sur Twitter, notamment le message encore aujourd'hui, il a écrit, je vous montre, encore une fois, séparez-vous de moi si vous le souhaitez, mais je vous en implore, laissez Question pour un champion à son public, si fidèle et si nombreux. Je veux remercier tous ceux et toutes celles qui ont pris la parole pour regretter cette décision. Nous pourrons nous dire que nous avons fait ce que nous pouvions, prenez soin de vous. PS, Question pour un champion était encore numéro 1 en audience hier soir dans sa case horaire en nombre de téléspectateurs. Donc, il n'est pas impossible que cette décision, là encore, prenne des prétextes bidons pour dégager un présentateur qui est tout ce que déteste aujourd'hui l'administration de France Télévisions, à savoir un homme blanc de plus de 50 ans, ou autour de 50 ans, je ne sais pas quel est l'âge exact de Samuel Etienne. Donc c'est une idéologie qui est nuisible aujourd'hui, qui invisibilise des gens et qui a très clairement une cible. De Patrick Sébastien à Tex, en passant par Samuel Etienne et d'autres, il y a une idéologie qui est nocive et qui devient ce qu'elle prétend combattre. Je suis désolé, mais à un moment donné, quand vous prétendez mettre en avant des minorités en chassant une majorité, si on utilise les termes antiracistes à la mode, vous faites du racisme à l'envers. Si on est dans cette grille de lecture, vous faites du racisme à l'envers. Et je me base sur ce que dit Delphine Ernotte, présidente de France Télévisions, quand elle déclare « On présente la France comme on voudrait qu'elle soit ». Mais qui dit ça ? Est-ce que vous vous rendez compte de la gravité du propos si un dirigeant d'un autre pays, que ce soit un dirigeant politique, là en l'occurrence audiovisuel, disait « Nous militons pour représenter la société comme on voudrait qu'elle soit », les gens qui ont dit ça dans l'histoire sont rarement du bon côté du manche, sont rarement les gentils du film. Et là, ça passe parce que on laisse faire cette bourgeoisie complètement déconnectée, qui a perdu tout contact avec le réel et qui est dans une telle forme alors, je ne vais pas parler d'impunité, parce qu'hier, j'expliquais pourquoi le mot d'impunité ne fonctionne pas pour moi, enfin, à mon avis, qui est dans une telle forme, si vous voulez, d'hystérisation par le pouvoir. C'est-à-dire qu'ils ont tellement de pouvoir, ils savent qu'ils sont tellement intouchables qu'ils font n'importe quoi, au mépris même de la loi, au mépris même de ce qu'ils prétendent combattre. Donc,
Question pour un champion est le symbole, comme d'ailleurs le plus grand cabaret du monde fut un temps, est le symbole de ce que ces gens-là détestent. Un programme regardé par des gens du peuple, regardé par des personnes âgées, regardé par des gens qui regardent la télé déjà. Donc regarder la télé, tu sais, t'es déjà un petit peu un beauf. Hein. Faut quand même pas se mentir non plus. Hein. Regarder la télé, t'es déjà un petit peu une merde. Sociétalement parlant, pour eux, t'es déjà pas dans la productivité. T'es pas en train de boire des rosées piscines en terrasse d'une zone urbanisée, enfin d'une zone forestière en milieu urbain, tu sais. T'es déjà un petit peu dans la fange de la société. Un programme culturel, qui plus est présenté par un homme blanc de plus de 50 ans, évidemment que ça va à la poubelle. Évidemment que ça doit aller à la poubelle. Donc, France Télévisions, aujourd'hui, est devenue une officine idéologique dangereuse, à mon sens. Dangereuse parce qu'on n'imaginerait pas cette volonté de présenter une société comme on la veut, dans l'autre sens. C'est-à-dire si demain, une dirigeante de France Télévisions, je dis n'importe quoi, j'imagine quelque chose qui n'existe pas. Si demain, vous avez une dirigeante de France Télévisions qui dit « Nous allons chasser », enfin, elle ne le dit pas, mais dans les faits, c'est ce qui s'est passé. Nous allons, quoique aussi d'ailleurs, je crois que Delphine Ernotte avait parlé de l'histoire des hommes blancs de plus de 50 ans. Je fais la recherche en direct parce que je crois qu'il y avait une citation comme ça. Oui, voilà. Non, en plus, elle l'a dit. Le pire, c'est qu'elle l'a dit, la bougresse. Elle l'a dit. C'est un article de Marianne, ouais. Oui, je me rappelle, je l'avais lu, ça. Attends, je l'avais lu, ça. Voilà, alors Valeurs Actuelles en a parlé, Marianne aussi en a parlé. Homme blanc de plus de 50 ans, plainte déposée contre Nyssen, après qu'elle a soutenu Delphine Ernotte qui avait elle-même estimé qu'il y avait trop d'hommes blancs de plus de 50 ans à la télévision française, la ministre de la Culture est visée par une plainte. Donc c'est une phrase qui est validée par plusieurs personnes. Alors attends, il y a peut-être la vidéo, c'est encore mieux. Tiens, on va regarder la vidéo du Figaro pour vous montrer à quel point je pense qu'il faut porter plainte contre ces gens pour racisme, parce que c'est une forme de racisme. C'est pas une question de blanc ou noir, c'est une question de... On n'imaginerait pas l'inverse. On va écouter la citation pour que tout le monde ait bien conscience de la personne que nous avons face à nous. Alors, je pense qu'il faut impérativement que France Télévisions soit à l'image, résonne avec son public. Et honnêtement, en arrivant, mon premier constat, c'est que c'est pas le cas. On a une télévision d'hommes blancs de plus de 50 ans. Et ça, il va falloir que ça change. C'est-à-dire mettre de la couleur, des femmes, des jeunes, de la richesse de la société française. Exactement. Voilà. Donc, c'est un propos éminemment raciste. On va arrêter de tourner autour du pot. Je m'éloigne un petit peu du débat, mais je reviendrai sur Question pour un champion et aussi ce que ça évoque chez moi. C'est pour ça que j'ai quelques souvenirs, si vous voulez, que je vous raconterai. Et donc, je me sens touché, mais comme des millions de gens, en fait, qui connaissent cette émission, qui fait partie du patrimoine télévisuel français depuis 30 ans. Mais concentrons-nous d'abord sur les raisons qui font qu'on en arrive là, selon moi, une fois de plus. Hein. Selon moi, c'est mon interprétation. Vous avez quelqu'un, la dirigeante de France Télévisions, qui vous explique factuellement, qui assume la chose, qu'il y a trop de blancs de plus de 50 ans chez France Télévisions. Projetons-nous 30 secondes dans un monde où Delphine Ernotte dirait « Écoutez, il y a trop de noirs de plus de 50 ans. Il y a trop d'asiatiques de plus de 50 ans. Il y a trop de je ne sais quoi de plus de 50 ans. » Mais c'est éminemment raciste. Considérer quelqu'un d'abord en fonction de sa couleur de peau et ou de son origine, c'est la définition même du racisme. Donc au bout d'un moment, vous savez, moi je suis bête et méchant. J'ai envie de prendre les choses factuellement. Ne pas tourner autour du pot, ne pas s'embrumer l'esprit avec des raisonnements où on vous explique « Oui, mais en fait, le racisme anti-blanc n'existe pas parce que... » Les gens qui vous disent cela, qui essaient de vous embrumer l'esprit à retourner l'évidence à vous faire croire qu'elle n'est pas évidente, ce sont des gens qui ont intérêt, ou en tout cas qui sont militants dans un agenda idéologique, dans un projet idéologique. C'est leur droit. Maintenant, moi je me contente de la définition du racisme, telle qu'elle est prévue dans le dictionnaire. Et quand vous arrivez dans un endroit et que vous dites « il y a trop de blancs de plus de 50 ans et il faut que ça change », c'est du racisme, point. Parce que si on ne se bat pas contre ce genre de propos, le jour où ce sera à l'envers, pas avec une extrême droite fantasmée comme Bardella. Je vous parle d'une véritable extrême droite profondément raciste. Le jour où ce sera à l'envers, nous aurons désappris à voir ce qu'est le racisme. Parce que vous pouvez dire ce que vous voulez. Vous pouvez me donner tous les raisonnements du monde à me dire « Oui, mais en fait, en France, structurellement, le racisme anti-blanc n'existe pas. » C'est pas ça le problème. Mettez-le dans votre tête une bonne fois pour toutes. Le fait de reconnaître l'existence du racisme anti-blanc, c'est qu'il permet de reconnaître l'existence du racisme
tout court. Parce que si aujourd'hui, on commence à faire un tri en expliquant ce qui est structurel, ce qui ne l'est pas, ce qui est véridique, ce qui ne l'est pas, c'est que le jour où ça se retournera contre les gens, on va être très clair, contre les gens non blancs qui prétendent que le racisme anti-blanc n'existe pas, le jour où ça se retournera véritablement contre eux, il n'y aura personne derrière eux parce qu'ils auront expliqué que c'est un tri. Donc c'est toute l'importance de reconnaître l'existence du racisme anti-blanc parce que c'est une facette de cette menace qu'est le racisme. Et reconnaître l'entièreté des facettes du racisme, c'est reconnaître le racisme. Si on fait un tri, il sera toujours trop tard pour quelqu'un. Aujourd'hui, c'est les blancs, mais demain, si on a des types profondément racistes qui s'en prennent aux noirs, si on reste dans ce logiciel de faire des tris, vous aurez des blancs qui vous diront « Non, non, mais attendez, en fait, c'est pas si évident, le racisme anti-noir, on n'est pas sûr. » Je prends des grandes cases, blanc, noir, vous avez compris l'idée. Mais c'est ce qui me rend parfaitement fou dans ce raisonnement qu'on essaie de faire, où vous avez des ordures comme Delphine Ernotte qui vous expliquent que c'est tout à fait normal dans un pays, parce que structurellement les gens sont blancs, c'est tout à fait normal de dire qu'on peut être raciste vis-à-vis de ces gens-là et s'octroyer le droit de considérer que ça n'est pas raciste. C'est un scandale. C'est un véritable scandale. Il faut lutter contre toutes les formes de racisme et faire le tri, c'est ouvrir la porte au racisme, que vous le vouliez ou non. Donc, pour revenir au sujet de départ, France Télévisions a une pratique raciste, je pèse mes mots là-dessus, et je pèse mes mots parce que pour moi, c'est le meilleur moyen de lutter vraiment contre le racisme, c'est de reconnaître toutes les formes, et je dirais la même chose, je trouverais ça tout aussi scandaleux si Delphine Ernotte avait parlé d'une autre couleur de peau, quelle qu'elle soit, d'une religion, de je ne sais quoi, et que même au motif du progrès, vous êtes raciste. Ce sont des politique raciste. On ne considère pas les gens d'abord sur leur couleur de peau et en plus sur leur âge, coup double. Donc ce que fait France Télévisions en poursuivant cette politique, c'est-à-dire qu'il y a la déclaration de Delphine Ernotte et il y a les actes. Regardez les gens qui se sont fait dégager sur France Télé jusqu'à présent. Patrick Sébastien, on l'a dit, Tex, on a eu Thierry Beccaro avec l'arrêt de Motus, on a eu William Lémergie, si je dis pas de conneries, dans Télématin, il me semble que lui aussi s'est fait dégager, qu'il avait rebondi sur C8. Aujourd'hui, on a Samuel Etienne qui est en passe de se faire dégager, évidemment. Donc, parce que, soit dit en passant, le fait de mettre Question pour un champion que le week-end, c'est une mort annoncée. Parce que ce qui fait le plaisir de Question pour un champion, c'est que vous avez toute la semaine des candidats qui restent, qui partent, et le week-end, tu as l'émission avec les champions. Donc, c'est la continuité. Le week-end, c'est un peu voilà, la célébration de la semaine, un peu la finale, si tu veux. Donc, si tu le mets que le week-end, tu enlèves un peu ce qui fait le piment de l'émission. Donc, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun foutu sens. C'est comme si, je sais pas, un championnat de football, il y a 4 matchs de poule, puis la finale, tu diffuses que la finale. Tu n'as pas le piment, en fait, de la compétition, de qui est monté, qui est descendu. Donc, je trouve ça parfaitement scandaleux. Et c'est une énième preuve de ce que nous avons appris à tolérer. Ce que nous avons appris à tolérer, c'est la normalisation de méthodes racistes. C'est la normalisation au motif de progrès, au motif de discours qui nous ont embrumé le cerveau, où on nous a tordu le réel, on nous a appris à ne pas voir ce que nous voyons, on nous a appris tout ça, et aujourd'hui ça ne choque plus personne qu'une dirigeante de France Télévisions explique qu'il y a trop de gens de telle ou telle couleur. Donc je trouve ça évidemment lamentable, et pour revenir à Question pour un champion, évidemment tout mon soutien, il y a une pétition qui circule sur le site change.org, vous pouvez taper sur Google pétition Question pour un champion, il y a déjà 20 000 personnes qui l'ont signée, je vous invite évidemment à la signer, parce que Question pour un champion est un marqueur de tout ce qu'il déteste. Oui, c'est un public âgé la plupart du temps, c'est un public qui regarde la télévision, c'est un public qui peut-être est blanc, parce que si on en est là, je veux dire, si on en est à segmenter les gens en fonction de leur couleur de peau, allons au bout du truc. D'ailleurs, pour rappel, les statistiques ethniques sont interdites. Mais bon, c'est pas très grave, Delphine Ernotte, elle peut quand même en faire. Donc, c'est un véritable scandale. C'est un véritable scandale et en plus voilà, comme beaucoup de gens, comme beaucoup d'entre nous, je suis sûr, on a tous des souvenirs avec Question pour un champion. 30 ans d'antenne, un peu plus de 30 ans. Si bien sûr les audiences se pétaient la gueule, je vous aurais dit bon bah ça c'est la réalité de la télévision. Mais ça n'est pas vrai. Le plus grand cabaret du monde avec Patrick Sébastien, ça n'était pas vrai. Et ces émissions sont regardées par ces gens qui sont tant détestés par ceux qui nous dirigent. De Ernotte à Macron, en passant par Sarkozy et Hollande,
Ces émissions, ces monuments de la télévision sont regardés par ceux qu'ils détestent, c'est-à-dire des gens qui font peuple. Moi honnêtement, j'en ai rien à foutre des couleurs de peau. Je parle des gens qui font peuple. Je parle de ces émissions qui étaient des rendez-vous familiaux. Moi, quand j'étais plus jeune, à la maison, c'était Fort Boyard, c'était Interville, c'était ces émissions qu'on regardait tous ensemble. C'était des émissions vraiment familiales, des rendez-vous. C'était le cornet à la vanille. Évidemment, on était samedi soir, on mangeait le cornetto à la vanille, parce que ça régalait, et toute la famille était là, on était là, même en pleine adolescence, je pétais mes crises, je regardais Fort Boyard, je regardais Interville, il y avait le grand concours des animateurs que j'aimais beaucoup sur TF1 aussi, on a tous des souvenirs avec ces monuments de la télévision, et ces émissions sont regardées par des gens qui détestent, par des gens qui sont détestés par ces dirigeants, que ce soit de France Télé ou du pouvoir, c'est-à-dire ces gens qui font peuple, ces gens qui aiment le divertissement, qui sont dans des moments de plaisir en regardant la télévision, en regardant ces formats qui ont été pensés pour ça, qui ont été pensés pour ces gens-là, pour ce peuple qui est devant la télé, et peut-être même qui boit une bière devant la télé, ce peuple. Et bien ce peuple, il vous emmerde en plus, pour être poli. Ce peuple, il vous emmerde et vous lui enlevez tous ses plaisirs. Mais ça vous reviendra dans la gueule. Évidemment que ça vous reviendra dans la gueule. On ne domine pas, on ne violente pas un peuple comme ça éternellement. Vous avez enlevé ce qui fait le plaisir. Le plus grand cabaret du monde, c'était l'émission, c'était le cirque, c'était la magie, c'était des artistes. Patrick Sébastien est un découvreur de talent extraordinaire. Il a fait émerger des types énormes. On pense à Jeff Panaclock, on pense à tous ces artistes, Shirley Dino et tant d'autres qui sont passés dans cette émission, qui était un rendez-vous de famille, regardé par la France profonde, par ces gens qui avaient peut-être pas moyen de s'acheter un billet pour aller au cirque ou au théâtre ou je ne sais où, et qui regarder le plus grand cabaret du monde parce que ça leur mettait des étoiles dans les yeux. Ça leur mettait des étoiles dans les yeux et vous leur enlevez ça. Vous leur enlevez les putains de vachettes d'Interville parce que Nagui, il nous a fait un caca nerveux et que l'idéologie prend le pas sur ce que pensent des millions de Français. Une véritable démocratie, c'est un endroit où on respecte l'opinion de Nagui, mais il n'a pas à l'imposer à des millions de spectateurs qui attendaient Interville comme un relais entre ce que eux regardaient étant plus jeunes et leurs enfants aujourd'hui. Tous ces gens qui se faisaient peut-être une joie de partager Interville avec leurs enfants, se rappelant ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont regardé avec leurs parents, avec leurs grands-parents, comme une transmission. Et bien parce que Nagui et quelques gens ont une idéologie fort respectable, mais qu'ils imposent aux chausse-pieds, parce que une vraie démocratie, c'est quand on fait un sondage auprès de ses spectateurs, à la rigueur, pour avoir un accord, pour avoir quelque chose de collectif. Et la télé jusqu'à présent, j'adore la télé, j'adore la télévision depuis que je suis né, enfin je n'ai pas commencé à regarder à 6 mois, faut pas déconner, mais depuis que je suis petit, j'adore la télévision parce que j'aime ces rendez-vous, j'aime ces émissions qui étaient des émissions de divertissement, qui étaient faites pour divertir, au sens pascalien du terme, divertir, nous changer de voix. Moi, j'ai vu mes darons qui rentraient du boulot. Ben oui, on regardait la télé et on prenait du plaisir avec ces rendez-vous. Parce que les gens qui concevaient les émissions pensaient à ça, pensaient aux spectateurs. Fort Boyard, c'est complètement fou comme concept, c'est complètement dingue. Mais c'est arrivé dans les foyers et ça a permis aux gens de s'échapper. Ça a permis aux gens d'être dans une aventure, de participer à une forme d'aventure. Interville, il y avait à la fois ce côté terroir, ce côté rigolo, ce côté divertissement. En plus, avec des personnalités de différentes générations. On se rappelle quand Robert Wurtz, par exemple, était arbitre dans les années 2000 d'Interville. Bon, ben moi, je le connaissais pas. Et ben avec mon papa, il m'expliquait que c'était un arbitre très connu de l'époque des Verts, Saint-Étienne et compagnie. Donc la télévision a toujours été pensée pour ces gens à qui aujourd'hui on la retire, à qui aujourd'hui on retire le divertissement, on retire le partage, on retire le plaisir d'être devant la télévision et on va tenter en plus de prendre ces gens pour des cons en leur mettant dans la tête des idéologies parce que vous pensez franchement que vous allez mettre 3 présentateurs noirs au lieu de 3 présentateurs blancs et que vous allez mettre fin au racisme dans le monde, mais vous êtes des idiots. C'est peut-être ça le pire, c'est que l'idiotie s'érige en loi à partir du moment où elle a le pouvoir et l'argent. Et c'est ça le pire. Parce que Delphine Ernotte, quand elle dort, dans sa tête, c'est Martin Luther King. Elle se dit, putain, j'ai dégagé les blancs de l'antenne, mais où est mon prix Nobel ? Ben, il est assurément dans son cul. Pour le dire un peu crûment, parce que vraiment, je suis en colère. Sincèrement, je suis en colère. Le pire, c'est que ces gens-là, je pense sincèrement, quand ils s'endorment, ils pensent faire le bien. Ils pensent faire le bien parce qu'ils sont guidés comme ça par une moraline, comme disait Nietzsche. La moraline, c'est l'exigence. La morale, c'est l'exigence envers soi. La moraline, c'est l'exigence envers les autres. Je pense que ces gens-là sont dans la moraline. On ne peut pas mieux le définir que ce qu'a dit Nietzsche. C'est-à-dire tous ces gens qui font des lois, qui prennent des décisions pour les autres.
pour les autres. Et ben moi ça m'emmerde. Moi ça m'emmerde, je vous le dis, parce que ben voilà, j'ai ces petits souvenirs, mais comme tout le monde, je veux dire, mes souvenirs valent pas plus que les autres, pas plus ou moins. Mais j'ai ces petits souvenirs là, tu vois, du samedi où c'était la glace, où c'était l'émission qui régalait. Et ben ils nous enlèvent tout ça petit à petit. Ils nous enlèvent tout ça petit à petit. Et voilà, question pour un champion. C'est mon grand-père qui regardait. Il venait pas de France. Enfin, c'était pas mon grand-père de sang. Il venait pas de France. Il parlait français, il bricolait, mais voilà, il regardait question pour un champion. Je l'ai jamais vu avoir une réponse en 15 ans. Et ben il était là. Et c'était son moment à lui. Il bricolait la journée, il faisait plein de trucs, mais ça, il regardait. Et il était là devant la télé, et je garderai ces souvenirs-là toute ma vie. Donc on a tous des souvenirs comme ça. Question pour un champion, ça fait partie de la maison, ça fait partie de nos vies. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il n'y a pas de souci. On peut préférer l'époque Julien Lepers, on peut préférer l'époque Samuel Etienne, qu'importe. Mais ces gens-là nous enlèvent notre nostalgie et nous enlèvent ce qui peut faire... lien entre nous. On en parlait hier dans La Force Tranquille, mais pour continuer à analyser un petit peu ce qui se passe, et je vous assure que je veux pas tirer le truc par les cheveux pour être grandiloquent et vous dire mon Dieu c'est une catastrophe, mais il faut bien comprendre, si on analyse la chose un peu plus théoriquement, il n'y a pas de peuple plus facile à dominer qu'un peuple qui n'a pas de récit commun. Ce qui se passe avec Question pour un champion, alors vous allez voir, c'est un exercice intellectuel un peu agile, mais je pèse mes mots et je suis certain que il y a une logique structurelle dans leur volonté de faire ça. C'est-à-dire qu'un peuple qui n'a pas de récit commun, que ce soit dans les habitudes alimentaires, culturelles, télévisuelles, historiques, qu'importe, un peuple qui n'a pas de récit commun n'est pas un peuple qui peut s'unir, ou en tout cas beaucoup plus difficilement. Si on nous enlève tout ça, on nous enlève autant de désunion. Moi, tu vois, je suis né en 94, j'ai 31 ans. Donc, on est de générations différentes tous ensemble. Mais Interville, on connaît tous. Question pour un champion, on connaît tous. Fort Boyard, on connaît tous. Et bien, curieusement, ils nous enlèvent tout ça. Ils nous enlèvent ce qu'il y a de commun. Ils nous enlèvent tout ça. Et un peuple sans récit commun, c'est un peuple qui est morcelé, qui est éclaté. On peut parler aussi d'îlots de citoyens. C'est-à-dire, on va créer un peuple avec des îlots de citoyens qui n'ont rien en commun. Certains viennent du monde sont de tradition musulmane. Il ne faut surtout pas qu'ils soient copains avec les chrétiens, puis qu'ils soient surtout pas copains avec les juifs. Puis en fait, les gens qui sont de culture africaine, de tel ou tel pays d'Afrique, il ne faut surtout pas qu'ils chérissent la langue française qu'ils ont en commun avec les Français d'origine. Enfin, tu vois, on fait tout pour séparer les gens. C'est-à-dire, si t'es d'origine congolaise, non, mais en fait, sois pote avec les Congolais. Surtout, ne va pas sympathiser avec les types d'origine vénézuélienne, ne sympathise surtout pas avec les Blancs français, parce que de toute façon, ils te veulent du mal. Tout est fait pour opposer les gens entre eux. Et c'est fort pratique. C'est fort pratique parce que justement, un peuple composé d'îlots de citoyens que l'on n'encourage pas à se rapprocher, c'est un peuple facile à dominer. On l'a vu avec les Gilets jaunes, cas d'école classique. Il y a eu des gens qui n'avaient pas grand-chose en commun, qui se sont réunis. Le pouvoir s'est chié dessus. Donc, je pèse vraiment mes mots, les amis. Dans ce que je vous dis par rapport à la question pour un champion, c'est pas pour donner de la grandiloquence à mon coup de gueule, qui vient du cœur, comme je vous ai dit. C'est pas forcément très sensé, mais c'est juste que j'ai beaucoup de souvenirs avec ces choses-là, et ça me parle. Mais je pense qu'en essayant d'y réfléchir avec un petit peu plus de théorie, de choses comme ça, je pense qu'il y a un lien. C'est que la fin de Question pour un champion, c'est l'énième preuve d'une volonté systémique d'isoler les gens et de briser tout ce qui fait récit commun, de briser tout ça, de tout rendre détestable. Typiquement les célébrations au football, tu vois. On n'aura eu qu'une seule fois 1998. On n'aura eu qu'une seule fois, parce que 2018, c'était déjà plus trop la liesse populaire. Il y avait déjà des problèmes. Et les médias ne parlaient que des problèmes, ne parlaient pas des scènes de liesse qu'on a vues dans tout le pays. Parce que le PSG, il y a eu des dégâts, il y a eu des morts, je veux dire, aux célébrations de la Ligue des Champions du PSG. Mais il y a eu plein d'endroits où ça s'est bien passé. Et ça, c'est bizarre, on vous en parle pas. On vous parle des morts, on vous parle des voitures brisées. Je ne dis pas qu'il faut l'ignorer et le mettre de côté. Je dis juste que c'est une volonté structurelle à un moment donné de briser tout ce qui peut faire nation, de briser tout ce qui peut faire nos récits collectifs. Et ben tu vois, ça c'est un truc qui m'emmerde. C'est un truc qui m'emmerde et l'arrêt de Question pour un champion va dans ce sens-là. Voilà, désolé pour ce coup de gueule. Ce coup de gueule, les amis. Mais je pense que c'est une fois de plus
un rappel à la vigilance et n'ignorons pas ce genre de choses. Je pense que c'est assez intéressant que vous aimiez ou pas Question pour un champion. Je pense que c'est intéressant de le prendre pour ce que c'est et que il faut aussi penser à ces gens, alors surtout des anciens, on va pas se mentir, la moyenne d'âge des spectateurs de Question pour un champion, évidemment que c'est pas des moins de 16 ans, j'en conviens, mais pensons à nos anciens. Vous pensez à tous ces gens en maison de retraite ou nos personnes âgées qui bricolent pas parce que les guibolles elles fonctionnent pas des tonnes, et ben leur moment de plaisir c'est Question pour un champion. Et ben même s'il y en a 1000 dans toute la France, et ben même pour ces 1000, ça donne une raison, ça donne 1000 raisons à inviter ces dirigeants à aller se faire cuire le cul. Au moins pour ces 1000. Parce que pour ces 1000, c'est déjà énorme. C'est un moment à eux, c'est un moment qu'on leur enlève pour des motifs qui ne tiennent pas, si ce n'est une idéologie raciste, subventionnée et assumée. Et ça, c'est un truc qui me rend dingue, c'est un truc qui me rend taré, et je trouve que on ne pense pas assez aux gens qui regardent Question pour un champion. Ne soyons pas la preuve de ce qu'ils veulent. Ne soyons pas des citoyens isolés qui ne pensons qu'à nos museaux en disant bon, moi je m'en branle, de toute façon je regarde pas Question pour un champion. Tu vois, je finis mon travail à 18h30, je regarde quasiment que le week-end Question pour un champion. Et ben pour autant, je pense à tous les gens pour qui c'est un rendez-vous. Moi j'ai le souvenir de mon grand-père. Bon ben voilà, je pense à tous les gens pour qui c'est un rendez-vous, pour qui c'est un moment de joie, un moment de plaisir. Et ben même ça on leur enlève. Même ça, on leur enlève. Et c'est un truc qui me rend dingue. C'est un truc qui me rend dingue. Donc, défendre Delphine Ernotte, je vous invite à aller vous faire cuire le cul parce que vous êtes vraiment le symbole de ce que notre société peut fournir de pire en termes de pouvoir, en termes d'hystérisation idéologique et en termes de manœuvre, de manipulation démocratique pour isoler les gens, pour enlever tout ce qui fait nos récits communs et pour enlever tout ce qui peut créer un peu de bonheur dans ce putain de pays où vous allez créer des émissions de merde que personne regarde. Interville, ils ont mis les vachettes, c'est une mascotte, s'il te plaît. Ils ont enlevé les mascottes parce que tu comprends, Nagui, sinon il a de l'urticaire le soir. Ils ont mis des mascottes pour faire les vachettes. Donc évidemment que ça va être un beat d'audience, mais ils en ont rien à foutre parce qu'ils vont le maintenir à l'antenne, même si ça marche pas. Parce que là, ce sera cohérent. Ce sera cohérent avec ce qu'ils veulent, ce sera cohérent avec leur idéologie mortifère, leur idéologie de merde. Donc, gros soutien à Samuel Etienne. Gros soutien à Question pour un champion, et j'ai vraiment une pensée à tous ces gens qui font l'audience de Question pour un champion et dont j'ai pas envie de me moquer, ces gens que j'ai pas envie d'ignorer, de dire ben voilà, ouais il y a peut-être 500 000 bonhommes, ben c'est énorme parce que regardez les audiences de merde, de programmes à la con qu'on fait maintenant, les conneries comme Drag Queen Race. Est-ce que vous voulez Question pour un champion ou Drag Queen Race? Alors à un moment donné, c'est pas contre les drag queens, c'est très bien et c'est un courant artistique génial au départ, mais aujourd'hui c'est devenu une putain d'idéologie où on nous met du Bilal Hassani au chausse-pied alors que le mec il chante comme une pipe, on n'en a rien à branler. Je suis désolé, c'est pas une question d'orientation sexuelle. Freddie Mercury est un gigantesque taulier, Bilal Hassani est une pompe à vélo, et ce qu'ils font le soir dans leur lit, j'en ai absolument rien à foutre. Et tu vois, pourtant Drag Queen Race ça reste à l'antenne. Et ben regardez les audiences, regardez le coût de cette émission et allez m'expliquer que c'est Question pour un champion qui coûte cher et que c'est Question pour un champion qui est pas regardé. Donc au bout d'un moment tout ça est idéologique, c'est idéologique et ça pèse dans le quotidien des gens, et il y a des gens que ça va rendre malheureux, tu vois. Donc à un moment donné, ça me casse les couilles d'en arriver là dans ce pays où en plus on est là à toujours dire les mêmes choses et tout. Je pense que c'est un véritable scandale ce qui se passe, et ça dit beaucoup plus que l'arrêt d'une simple émission de télévision. Je pense qu'il faut vraiment, à notre échelle, qu'on se lève, qu'on bricole, qu'on se mobilise. Il y a une pétition de faire ce qu'on peut faire. On va pas renverser Macron, je vais pas débouler dans le bureau de Delphine Ernotte pour lui dire ce que j'en pense, mais ça suffit, quoi. Ça suffit à un moment donné de se concentrer toujours sur les mêmes affaires. Ça fait partie des problèmes que nous rencontrons. Parce que je pense aux gens qui regardent, parce que je pense à nos anciens pour la plupart qui perdent un moment de bonheur et à qui on va farcir des émissions à la con. Excusez-moi, tu vois, je pensais que c'était fini, je me suis encore emballé. Voilà. Mais au moins ça sort, au moins ça fait plaisir. Donc voilà, on en reparlera peut-être les amis dans les jours qui suivent. Le petit coup de gueule, qui mange pas de pain. Voilà, qui mange pas de pain, mais ça fait du bien. Voilà, ça fait du bien par où ça sort. Voilà. Voilà un petit peu les amis ce que je voulais vous dire. J'ai mon Karim, hein, dites-moi dans le chat ce que vous en pensez, et après on passe au gros moment de l'émission, hein, séquence franc-maçonnerie, hein, ça va chier. Ah, aujourd'hui c'est une émission, ça va chier, je vais pas vous mentir. J'ai mon Karim que j'embrasse, j'espère que tu vas bien mon camarade. On se voit en Alsace, hein.
J'espère, mon Karim, hein, tu me dis, on se voit en octobre, hein, au spectacle. Hein. Ah, je compte sur toi. Moi, c'était ma mère qui la regardait. C'était le seul moment où moi, je regardais la TV, car cela fait 30 ans que je n'ai plus de télé. Voilà, on a tous des souvenirs. Tétane Machin qui nous dit « Hello, mon Rémi, je t'en ai déjà parlé, on organise un festival chaque année en Alsace, dont la philosophie colle exactement avec ce que tu voudrais créer, de la rencontre entre les gens autour de la musique, de l'art et de la gastronomie. Tu y serais comme chez toi, on pourrait même en faire un point de rencontre pour les zinzins du Nord-Est. Mais avec plaisir, mon camarade. Écris-moi par mail. Je remets mon adresse mail dans le chat. Écris-moi, donne-moi des infos sur le festival, où c'est, quand c'est, ce qu'on peut imaginer, ce qu'on peut bricoler avec plaisir. Écris-moi, on en papote. Olivier Marstrez, bravo à 100% avec toi. Ton analyse est très bonne une fois de plus. Alors, merci, c'est très gentil les amis. Mais je voulais vraiment vous dire ce que j'avais sur le cœur. Parce que comme vous l'avez compris, là je suis pas objectif. Parce qu'en plus, voilà, j'ai les souvenirs, j'ai le cœur qui parle. Mais c'est un truc qui me gonfle. J'ai pas envie de mépriser en fait. J'ai pas envie de dire c'est un sous-sujet et on s'en fout parce que c'est la télé. Non, ça va beaucoup plus loin. Je pense que ça va plus loin que ça. Merci à mon Bayard 92 qui dit du grand Rémi, entièrement d'accord. Je dirais même que c'est une volonté de nos politiques xénocrates qui ne parlent plus de France mais de République. Absolument, absolument. Tu vois, après bon, j'irai pas jusqu'à sortir les trompettes, dire question pour un champion, c'est la France, c'est De Gaulle. Peut-être, mais je pense que c'est aimé par des gens qui sont la France et qui sont ce que ces dirigeants détestent, donc ça me gonfle. Merci à Obian Kenobi pour le subprime, 32e mois, merci camarade. Et mon Obian Kenobi qui dit il nous enlève toutes nos bases. Mes grands-parents regardaient Question pour un champion et les chiffres et les lettres. Souvenirs qui me tiennent à cœur. Et effectivement, les chiffres et les lettres aussi qui ont été enlevés. Là, avec Laurent Romeshko, Bertrand Renard, l'équipe, et oui, ça rend fou aussi. Ça rend fou. Voilà, et Kiman70 qui dit mes grands-parents, mon père aussi la suivait toujours. Je m'associe à ton coup de gueule. Et ouais, les amis, regardez autour de vous. On connaît tous quelqu'un qui aime Question pour un champion, si ce n'est pas nous. Donc, franchement, ça fait partie des marqueurs comme ça. Des émissions centrales, vraiment. Enfin, ne rejetons pas ça trop facilement. Je crois que c'est complètement dingue. Les amis, on va sur le gros morceau. Le gros morceau de l'émission aujourd'hui. Politique française, affaire CIPAV, affaire de la loge à Tanor, la franc-maçonnerie à ciel ouvert, et ça passe, comme dirait l'autre. Alors, pourquoi je vous fais cette vidéo, les amis? Vous allez me dire, bon, la franc-maçonnerie, on en parle de temps en temps et tout. Je trouve pas. Je trouve pas, et vous le savez, autant la ligne de juste milieu évolue, j'ai de plus en plus de vidéos plaisir, de sujets qui me plaisent, vous pouvez trouver ça secondaire, mais autant on continue à faire le boulot. Hein, c'est le mélange de juste milieu, un savant mélange entre l'andouillette et le lanceur d'alerte. Et je trouve que la franc-maçonnerie, c'est marrant, peu s'y risque. Je suis pas le plus courageux, il y en a plein qui font le boulot, évidemment, faut pas déconner. Je pense à des types comme Alexandre Le Breton, par exemple, qui en parle beaucoup, que je salue, dont j'aime beaucoup le boulot. Il y a évidemment des chaînes, donc c'est pas moi le meilleur, loin de là. Mais je voulais vous parler de ça pour entretenir le dossier. Hein, la franc-maçonnerie, on en a beaucoup parlé avec l'histoire de l'euthanasie, le projet de loi euthanasie. On en reparlera autour de septembre-octobre, parce que le projet de loi arrivera à l'Assemblée à ce moment-là. Mais je voulais faire un petit point, comme un point d'étape, en fait, sur l'existence, l'activité de la franc-maçonnerie à ciel ouvert, et que on en parle de temps en temps, mais on ne se rend pas compte de l'ampleur de tout ça, et de l'étendue, de ce qu'on a sous les yeux, et qu'on oublie peut-être de voir, qu'on oublie de mettre côte à côte pour voir l'importance, la puissance du bordel. Donc, pour se mettre l'eau à la bouche, parce que c'est un personnage sur lequel j'aime bien taper. Je vous avoue, il y a mon côté Benalla qui ressort, c'est Pascal Praud. Ah, Pascal Praud, vous le savez, je peux pas le blairer, évidemment. Pascal Praud qui est tout ce que j'adore dans les médias mainstream, quelqu'un qui va donner l'illusion de parler des vrais sujets, et on ne peut pas lui retirer, hein, notamment en période de Covid, d'avoir invité des gens qu'on n'invitait pas ailleurs. Je pense au professeur Raoult, évidemment, qu'on salue. Donc, évidemment que Pascal Praud, il est fort pour donner l'illusion de faire le boulot, parce qu'il le fait par moment, il faut être honnête, on est chez Juste Milieu, on est cohérent. Mais Pascal Praud, c'est aussi quelqu'un qui a une proximité extraordinaire avec le couple Macron, qui échange directement avec Brigitte Macron. On le sait, je vous avais fait une vidéo d'ailleurs sur Pascal Praud, hein, sur Juste Milieu, pour vous expliquer à quel point ce monsieur, c'est une main d'un côté, une main de l'autre. Et que quand il fait des éditos enflammés sur la Macronie, ben en fait, il est en contact avec eux. Et on sait très bien que ça ne va jamais trop loin.
c'est l'illusion de la dissidence, l'illusion de quelqu'un qui dit les choses. Mais en vérité, on est dans le système pur jus. Je vous invite à regarder la vidéo que j'avais faite sur Juste Milieu ou à chercher par vous-même les proximités entre Pascal Praud et le couple Macron, et vous allez voir que pour un dissident, c'est quelqu'un qui mange quand même régulièrement à l'Élysée, ou en tout cas qui est en contact étroit avec l'Élysée. Et donc Pascal Praud, il y a aussi un rôle curieux par rapport à la franc-maçonnerie. Alors, j'en ai pas la preuve formelle, mais il y a quelqu'un en tout cas qui semble sûr, je vais vous en parler dans quelques minutes. Mais Pascal Praud, la franc-maçonnerie, pour lui, c'est la rigolade. Regardez un extrait, c'était sur l'heure des pros, il y a 2 ou 3 ans, sauf erreur. Pour retrouver la même type de logique de contrôle. Non mais bon, voilà. Le plaisir, c'est de regarder. Tu peux dire un mot? Oui. Ah, non, mais moi je l'ai fait. Non mais Joseph, la parole circule. Oui, c'est entre les colonnes. Oui. Alors, ça c'est pas bien. Un frère a été appelé à Lorient. Tu vois, en plein direct sur CNews, on se fait des petites vannes de francs-maçons. Parce que la parole circule entre les colonnes, c'est évidemment l'une des phrases un peu connues de la franc-maçonnerie, quelle que soit la loge. Et Pascal Praud, en direct, on fait des petites vannes. Alors évidemment, ça ne veut rien dire, ça ne certifie rien du tout. Mais tu vois, tu as cette petite sympathie. Alors, attention quand même, il y a une sympathie quand lui-même en parle. Par contre, quand d'autres en parlent, comme Karl Zéro, évidemment, là par contre, alors, là encore, ça veut rien dire. Mais Pascal Praud, il a des réactions un petit peu plus vives, un petit peu plus vivaces. Rappelez-vous cette séquence de Karl Zéro, là encore sur le plateau de l'heure des pros. Amis politiques, il y avait des amis de sa même loge maçonnique qui l'avaient lâché et qui, eux, ont pu continuer leurs sales petites affaires. Et tout le monde, maintenant, commence à le comprendre. C'est ça que je raconte dans l'envers des affaires, entre autres. Écoutez, en tout cas, cette émission permet à chacun de s'exprimer. Je n'ai pas une connaissance aussi pointue des sujets dont vous parlez, je le dis bien humblement. Je ne peux pas forcément vous apporter sur ces... politique. Voilà, tu vois, là il y a déjà plus de pincettes. Hein, alors que quand sur d'autres sujets où il n'a pas forcément beaucoup plus de preuves, là on peut y aller plein badin. Sur la franc-maçonnerie, il y a des pincettes qu'on lui connaît pas trop. Et Karl Zéro, c'est pour ça que je le laisse maître de ses propos, Karl Zéro avait signé et persisté sur l'appartenance de Pascal Praud à la franc-maçonnerie. Alors, je le laisse maître de ses propos, c'était sur TV Liberté. Il a déclaré ceci il y a 1 an et demi environ. L'image qu'on donne de moi, bah là, vous avez été très sympa avec moi quand vous... Attends, t'as pas vu si on est Non, barré. mais d'accord. Mais l'image, par exemple, que donnent certains fact-checkers ou certains allumés sur Twitter ou ailleurs... Parlez-moi même au mal du moment qu'on parle de moi, quoi. Non, mais j'aime pas trop. Si tu veux. Non, ça m'agace. Ah, quand même. Oui. Il y a un petit cœur là-dessous, quand même. Oui, un petit cœur qui est encore là. Ça discrédite le travail, donc moi je te comprends. Oui, c'est un peu Quand chiant. t'as Pascal Praud qui un peu te contredit de manière virulente dans l'heure des pros sur CNews, on te sentait un petit peu qui te bouscule. Oui, monsieur, faut dire, je lui ai parlé de franc-maçon, il était hors de lui, quoi. Tu vois, Pourquoi il s'y attendait tellement pas que... Bonne question. Tu vois, il était plus étanche, quoi. Et pourquoi, d'après toi? Parce qu'il l'est. Ah, d'accord. Eh ben, écoutez, c'est du scoop, ça. T'as des preuves de ça? Bah, ça crève les yeux, quoi. Quand un mec, justement, n'est plus étanche parce que tu lui parles de ça et qu'il se met à faire des regards comme ça, c'est qu'il y a un problème. Voilà. Alors, je laisse Karl Zéro maître de ses propos, hein, tu vois. Mais c'est vrai que Pascal Praud, voilà, quand on parle franc-maçonnerie sur son plateau, en tout cas, il a un rapport assez curieux. Il a un rapport assez curieux pour minimiser la chose, tu vois. Il est lanceur d'alerte sur plein de choses. Hein. Pascal Praud, il balance sur plein de choses, mais sur la franc-maçonnerie, c'est pas grave. Et vous allez comprendre pourquoi je vous parle de ça, parce que c'est pas grave. On va en parler. Hein. J'ai des affaires où la franc-maçonnerie est liée, mais c'est pas grave. Écoutez ce que nous dit Pascal Praud. Les extraits ont été sélectionnés sur la chaîne de Johan Livernet. Voilà, je prends sa vidéo. N'hésitez pas à aller regarder son travail, à aller regarder sa chaîne, évidemment, si vous le souhaitez. T'apprends à fermer ta gueule pendant 1 an, ce qui, pour un militant... Je serais jamais accepté. Vous devriez peut-être faire ça. Jamais. Mais c'est compliqué. Ensuite, du coup, tu apprends par le silence à écouter les autres, parce qu'il faut meubler. Une année de silence, c'est très très long. Et après, tu découvres avec intérêt que le fait de ne pas parler le premier a beaucoup d'avantages. Tu dis beaucoup moins de conneries,
ce qui n'est pas inutile. Et deuxièmement, tu reprends de ce que disent les autres des idées qui viennent soit renforcer, soit atténuer, soit moduler. Mais ma question est à quoi elle sert aujourd'hui dans la société sur le plan politique? Après, peut-être qu'elle a d'autres... qu'elle sert à autre chose. Au réseau, que sais-je. Ah bon. Mais à quoi sert-elle? Un bon débat en politique ou à la télévision, quand vous êtes plusieurs, c'est un débat qui est un concours de décibels, où personne n'arrive à finir une phrase et où seul l'animateur en sort grandi. Dans la maçonnerie, il n'y a pas d'interruption. Oui, mais vous comprenez ma question. Est-ce qu'elle pèse sur la société? C'était ça ma question. Elle pèse sur des La dernière loi, dit-on, maçon ou maçonne, c'est la loi de Neuwirth. Non, c'est pas exact. D'abord, il y en a quelques-unes d'autres. C'était le revenu minimum d'insertion, par exemple. C'est une proposition maçonne qui s'appelait RMU et qui est devenue RMI. La CSG, 30 ans. Demandez la dernière. Elle a quand même 20 ans de moins que l'autre. Et puis la prochaine, ça sera probablement le droit de mourir dans la dignité. L'année de silence dont tu vois, Pascal Praud, quand on en parle, il est chill. Tu vois, il te dit, mais est-ce que ça sert à quelque chose, en fait? Est-ce que finalement, c'est pas un groupuscule de types qui aiment bien s'habiller en toge, qui se pense à Poudlard, mais au fond, on s'en fout. Tu vois, au fond, on s'en fout. On sait, tu vois, Pascal Praud, autant, bon, les Arabes, ça, c'est grave. Bon, la franc-maçonnerie... bon. Puis tu vois, il y a une belle brochette. Sur le plateau, à ce moment-là, t'as Alain Bauer, Alain Jakubowicz, et l'autre journaliste, je sais pas comment il s'appelle, et Pascal Praud. Donc là, t'es quand même pas mal. T'es quand même pas mal. Alors, effectivement, la franc-maçonnerie, ça sert pas à grand-chose. Comme nous dit Pascal Praud, c'est plus ou moins des amateurs de chouettes et de baguettes magiques. Ça sert pas à grand-chose. Alors, c'est pour ça que je voulais vous parler de certaines affaires où on retrouve... aux manettes, très clairement, la franc-maçonnerie, alors quelle que soit la loge. Petit avertissement pour cette vidéo, je ne vais pas m'embarrasser de dire oui, mais les loges c'est différent, les machins, les bidules. Je pars du principe que dans la franc-maçonnerie, soit il y a des gens très intéressés par l'aspect ésotérique et théorique des choses, et dans ce cas-là, ils font partie d'une forme d'église, de culte, qui devrait être interdit, ou en tout cas qui ne devrait pas être aussi présent dans les instances politiques et compagnie. Donc c'est sous couvert de laïcité, il piétine ce qui fait la division, la séparation de l'église et de l'État. Et soit c'est ça, soit ce sont des types qui ont vu dans la franc-maçonnerie des possibilités d'avancement. Donc c'est un groupuscule d'arrivistes et d'opportunistes, et ça m'intéresse pas plus. Donc après les loges, que ce soit les amateurs de la chouette d'or, la grande loge, la petite loge, le KGB, voilà, si vous voulez, je comprends que c'est différent, maintenant on va pas s'embarrasser de ça. On commence avec l'affaire CIPAV pour se mettre l'eau à la bouche. Retraite complémentaire qui marche sur la tête. La CIPAV gère 600 000 adhérents, pour beaucoup des architectes et des auto-entrepreneurs, mais depuis plusieurs années, ils sont très nombreux à ne pas toucher leur pension ou à recevoir des demandes de paiement de cotisations erronées. La caisse réclame même des arriérés à des personnes qui ne sont pas affiliées. Un jour, j'ai reçu un courrier de la CIPAV où on me demandait 200 000 €. Et j'ai passé 3 mois à essayer de les joindre, à essayer de les contacter. J'ai jamais eu aucun retour, alors que j'ai jamais été affilié à la CIPAV. À l'origine de ces erreurs, il y a notamment un système informatique que la CIPAV a acquis pour près de 50 millions d'euros sans passer d'appel d'offres. C'est illégal, mais surtout, ça ne marche pas. Une personne qui n'arrivait pas à faire liquider ses droits, il a reçu 3 courriers de 2 pages successifs contenant uniquement des croix et des blancs. En 2014, la Cour des comptes met son nez dans la gestion de la caisse et elle tape du poing sur la table. La qualité du service rendu à ces 545 000 affiliés est déplorable. La caisse n'est capable de liquider à bonne date. Pourquoi je vous montre ça? Pourquoi je vous montre ça? La CIPAV est quand même un organisme déjà décrié, aux méthodes de gestion un petit peu curieuses. On a appris dans Libération du 4 décembre 2024, je vous dis, je bosse sur cette vidéo depuis un petit bout de temps, je ne vais pas vous mentir, on a appris dans ce numéro, je vais vous montrer l'article, bougez pas, pim, pam et poum, regardez, tac, lecture, paf, vous avez vu, c'est bien fait. C'est cet article, Libération du 4 décembre 2024. Je vous donne des éléments de contexte, vous allez comprendre, c'est en lien avec la CIPAV, vous allez voir. Le contexte, la mise en vente, 4 personnes qui sont mises en examen pour corruption et prise illégale d'intérêt, en lien avec donc des gens qui travaillent pour la CIPAV, la Caisse des indépendants et des auto-entrepreneurs. Le contexte se fait dans la mise en vente de 6 immeubles sur 18 détenus par la CIPAV. On a l'existence d'un véritable schéma de corruption mis en place entre la présidente du conseil d'administration de la CIPAV, une certaine Marie-Laure Schneider, donc qui a été présidente de 2021 à 2023,
qui, au moment de la négociation de la vente, a introduit un intermédiaire immobilier, un certain Pierre-Philippe B. à la CIPAV, qui lui adresse des informations confidentielles et les offres qu'elle reçoit d'éventuels acheteurs. Donc je le redis, il y a un schéma clair de corruption au sommet de la CIPAV. Donc, et puis la vente de 6 immeubles, on est sur des belles sommes, tu vois. On est sur des belles sommes. Et cette affaire, il y a eu un article dans Libération, mais on n'en a pas beaucoup entendu. Pourquoi? Je vous lis ce qu'écrit Libération. Le duo, donc Marie-Laure Schneider, présidente du conseil d'administration, et cet intermédiaire immobilier mis dans les négociations de manière quand même assez illégale, le duo semble d'autant plus en confiance que tous deux appartiendraient, souligne le juge, à la franc-maçonnerie. C'est d'ailleurs le cas de nombre de protagonistes du dossier, promoteurs, avocats, notaires ou cadres de la caisse de retraite, dont les échanges sont parsemés de la formule « sous le maillet », caractéristique de la maçonnerie, garantissant le secret entre deux interlocuteurs. Alors, pourquoi je vous parle de cette affaire? On peut se dire, bon, l'importance, les montants engagés, Rémi, t'es mignon, mais on s'en fout. C'est pas d'une première importance. C'est pour vous démontrer que, attention aux fantasmes sur la franc-maçonnerie, ça ne sont pas que des puissants. Tu vois, c'est pas que le mec qui fait les Simpsons, la Matt Groening, qui prédit le futur ou je sais pas quoi. C'est que nous avons une toile d'araignée qui se retrouve partout, dans toutes les strates de la société. Et que la franc-maçonnerie, le problème ne vient pas que de ceux qui sont au pouvoir. Ça vient de ceux qui y voient des moyens d'avancement, mais parfois à l'échelle locale, à l'échelle régionale. Donc c'est aussi ça l'un des problèmes, c'est que vous avez une gigantesque toile d'araignée qui ne se retrouve pas que dans les plus hautes instances de pouvoir. Il faut être très précis là-dessus et très prudent pour ne pas accuser que le haut de la pyramide, si j'ose dire. Hein, ça se retrouve de partout. Ça se retrouve de partout. Ça, et on est effectivement, je vois quelqu'un dans le chat qui le dit, IGR14, on est bien loin des débats philosophiques. C'est aussi là que tu comprends que quand on parle franc-maçonnerie, souvent tu as des gens comme Pascal Praud qui te disent non, mais on s'en fout, c'est des types qui parlent philo, tu vois. Oui, mais qui parlent philo, mais qui parfois profitent du réseau pour avoir des avancements. Mais il y a eu une affaire plus lourde, bien plus grave. Les médias en ont parlé, plusieurs médias mainstream en ont parlé, et pourtant l'écho a été très restreint. C'est l'affaire de la loge Athanor. Complément d'enquête a fait un reportage là-dessus, donc pour vous dire que c'est officiel. On va regarder une minute ou deux du complément d'enquête, vous allez comprendre que on ne peut pas plus officiel. Il y a le tampon validé par les médias mainstream, et pourtant, je vais vous résumer l'affaire et vous allez voir, c'est difficile à croire. Complément d'enquête sur une poignée de francs-maçons soupçonnés d'avoir réglé des problèmes quotidiens en embauchant des tueurs à gages. Bonsoir, vous êtes chef d'entreprise, vous en avez marre d'un de vos syndicalistes, et si vous le faisiez assassiner pour la modique somme de 75 000 €? Ça vous paraît improbable, et c'est pourtant ce qui a failli arriver à Hassan. Pour la première fois, vous entendrez ce soir le témoignage de ce délégué du personnel. Il se serait retrouvé avec un contrat sur la tête, car sa patronne ne supportait pas son engagement aux côtés des Gilets jaunes. Voilà, donc, complément d'enquête en parle. Tout ce que je vous dis est sourcé de sources mainstream. C'est pour ça que c'est un rappel que je fais une fois de plus aux gens qui me disent « Oui, Rémi, tu crois les médias mainstream ?» Oui, parce que le pire, c'est que parfois, ils font le boulot. Et que justement, je pars du principe que les médias mainstream ne mentent pas, ne cachent pas la vérité. Ils tordent les faits, ils les amenuisent, ils les diluent, tout ce que tu veux. Mais parfois, on trouve des révélations de dingue dans les médias mainstream. Donc, toutes les sources que je vais vous montrer, c'est du média mainstream. Donc pour vous dire à quel point on est sur une affaire gravissime qui a été validée. Par exemple, parmi les sources que j'ai, il y a cet article de France Info, les loges franc-maçonnes à Athanor, 22 personnes seront jugées aux assises de Paris. Alors, j'ai plusieurs sources que je vous montrerai à chaque fois. On va prendre les faits point par point pour que chacun mesure l'importance. Tout commence en juillet 2020. Avec une tentative d'assassinat raté du côté de Créteil, dans le Val-de-Marne, contre une certaine Marie-Hélène Dini, qui est formatrice en coaching.
L'histoire est qu'elle va alerter les services, les forces de l'ordre sur la présence d'une bagnole un peu chelou dans sa rue, une bagnole qui est garée près de chez elle. Les forces de l'ordre arrivent et ils arrêtent 2 personnes. L'audition va vite permettre de comprendre qu'il s'agit de 2 agents de la DGSE, la Direction Générale des Services Extérieurs, qui vont révéler aux policiers une organisation criminelle et un acte qui a été directement commandité par un concurrent de Marie-Hélène Dini, un certain Jean-Luc Bagur, et ce pour un montant de 70 000 € Donc vous avez 2 anciens agents de la DGSE à qui on file un contrat pour buter Marie-Hélène Dini pour 70 000 balles parce que et le commanditaire de ça est un concurrent sur son secteur d'activité. L'enquête va avancer, l'enquête va s'étendre et les enquêteurs vont vite découvrir l'existence d'une loge maçonnique appelée Athanor qui fait le lien entre les différents intervenants dans l'affaire. Cette loge, elle est basée à Neuilly-sur-Seine, dans les Hauts-de-Seine. Elle est affiliée directement à la Grande Loge de l'Alliance maçonnique française et elle sert de façade. Cette loge Athanor, c'est ce que disent les médias mainstream, elle sert de façade à une officine criminelle. Alors, on continue à creuser un petit peu. Le fameux duo dont je vous parlais, donc cette organisation criminelle, est dirigée par un duo, un certain Frédéric Vaglio, ex-communicant reconverti dans la sécurité privée, et Daniel Beaulieu, ancien commandant de la DCRI, donc des renseignements intérieurs. On retrouve dans la loge, donc, qui est une officine criminelle, on retrouve des anciens agents de la DGSE, de la DGSI, des policiers, des agents de sécurité privée et des exécutants, tous liés à la loge, tous en lien direct. Autre article, autre source mainstream, cet article de France Culture qui en a parlé, Athanor, une officine du crime au cœur d'une loge maçonnique, un article du 30 avril 2021, où on peut apprendre, je cite, « C'est aussi par le biais de la franc-maçonnerie que Daniel Beaulieu maintient des contacts avec des hauts gradés de la police ou des agents actifs de la DGSE, notamment un certain FP basé au Kosovo, à qui il aurait transmis régulièrement des informations sensibles. » Donc, pour prendre la mesure de tout le bordel, vous avez une loge maçonnique directement reliée à la Grande Loge de l'Alliance maçonnique française, qui est une officine criminelle. L'objectif de cette loge était de permettre à des gens d'entrer en contact pour exécuter des contrats criminels, donc de surveillance, d'agression, voire d'assassinat, et ce pour des commanditaires fortunés, moyennant des dizaines de milliers d'euros. Il y a eu plusieurs crimes qui ont été identifiés. Ça, c'est un article de Libération qu'on a parlé. Libération en date du 12 juillet 2024. Donc, vous voyez, c'est assez récent. Ça fait environ 1 an au moment où je vous parle. On a eu notamment l'assassinat de Laurent Pasquali en 2018, un pilote de rallye tué pour une dette de 200 000 €. Son corps est retrouvé en septembre 2019 dans un bois en Haute-Loire. Et l'enquête a montré que les commanditaires présumés, en tout cas au moment où je vous parle, sauf erreur, le jugement n'a pas eu lieu, c'est un couple du milieu automobile. Donc là encore, il y a une volonté claire d'assassiner un type. On a eu un projet qui est évoqué dans le complément d'enquête contre un syndicaliste, membre de la CGT dans l'Ain, visé pour être éliminé par sa patronne. Acte commandé par sa patronne. Il y a eu d'autres choses, il y a eu une affaire d'espionnage politique, notamment, je ne sais plus dans quel bled, à Sainte-Maure-de-Touraine, je crois, sauf erreur. Il y a eu un projet d'espionnage politique. Il y a eu beaucoup de projets qui ont été identifiés au cours de l'enquête. 7 contrats, très exactement, qui ont été identifiés. Alors, le mode opératoire, il est simple. Vous avez l'utilisation des réseaux maçonniques pour recruter et établir des contacts avec des commanditaires. Certains exécutants, comme un certain Sébastien L, le nom revient beaucoup dans les articles de presse, qui croyaient agir pour des missions d'État. Donc vous avez des types de la loge franc-maçonne, en fait, qui manipulaient les gens en disant que c'était des contrats, enfin qui manipulaient les exécutants en disant que c'était des contrats de l'État, des demandes directement de l'État. Il y a eu, l'enquête a montré qu'il y a eu accès à des fichiers confidentiels via un policier de la DGSI pour localiser des cibles, notamment celle de Pasquali dont je vous parlais tout à l'heure. Donc là, cette loge franc-maçonne se retrouve au milieu de tout ça. Et ça passe, et vraiment ça passe. Alors, l'enquête, je vous le disais, débute en juillet 2020. En 2023, 19 personnes vont être mises en examen. En 2024, le parquet requiert le renvoi de 23 suspects aux assises et 22 seront finalement jugés. Il y a un non-lieu dans ces poursuites pour association de malfaiteurs.
Donc le procès est encore attendu aux assises de Paris pour 19 hommes et 3 femmes nés entre 1952 et 1996, pour vous donner toutes les infos. Alors, il y a eu des conséquences à cette affaire, et après on va aller encore un petit peu plus loin sur les révélations. La loge Athanor a été dissoute en février 2021 et accusée d'avoir servi de couverture à des activités criminelles. Évidemment que ces révélations vont entraîner des fantasmes, hein. Il va y avoir des accusations d'anti-maçonnisme dans les médias, évidemment. Et cerise sur le gâteau, et ça par contre c'est un élément sur lequel je prends des pincettes, parce que j'ai pas réussi à trouver de sources valides là-dessus. Donc j'ai trouvé 2 sources qui pour moi ne sont pas valides, j'ai pas réussi à mettre les mains sur d'autres éléments, donc je prends cette information avec des pincettes. Je vous invite à regarder par vous-même, à creuser, mais je n'affirme pas par rapport au reste cette information-là. Il y aurait dans l'affaire de la loge Athanor l'implication présumée de l'ancien ministre Damien Abad. Voilà, décidément, Damien Abad, alors accusé d'agression sexuelle, tentative d'agression sexuelle avec usage d'ailleurs de produits stupéfiants. Damien Abad serait accusé d'avoir aidé un couple lié à l'affaire Athanor en contactant une préfète pour obtenir des informations. Donc je le redis, je le mets au conditionnel, je n'affirme rien, j'invite à sourcer, je vous invite à chercher sur cette affaire, mais le nom de Damien Abad est revenu dans 2 sources que j'ai pu trouver, mais sur lesquelles je préfère quand même rester prudent. Alors, évidemment les amis, pour faire le point sur ce que je viens de vous dire, ce qui semble surréaliste, mais surréaliste, la franc-maçonnerie, parce que dans son ensemble on vous dit oui mais les loges, les machins, les bidules, la franc-maçonnerie n'a pas eu à subir cette affaire gravissime, hein, vraiment une officine criminelle déguisée en loge maçonnique, déguisée d'ailleurs ou pas. Ça, est-ce qu'il existe d'autres loges de la sorte? Là on sait pas, le problème c'est qu'ils se sont fait chipper. Mais pour vous dire, aujourd'hui, l'impunité de la franc-maçonnerie. C'est-à-dire que si demain, enfin vous voyez bien, quand on compare au niveau des cultes, parce que pour moi la franc-maçonnerie est un culte, hein, pour être très honnête, même laïque, mais quand vous... Enfin, c'est un culte au sens de groupuscules qui ont des méthodes, qui ont des façons de faire, qui se rapprochent d'un culte ou d'une secte. Faites ce que vous voulez, mais c'est un culte autorisé. Si demain, on n'autoriserait pas qu'il y ait à l'Assemblée nationale, par exemple, je pense au rapporteur général du projet de loi pour l'euthanasie sans limite, Monsieur Olivier Falorni, en lien direct avec la franc-maçonnerie, l'est-il peut-être lui-même? Je n'ai pas trouvé de preuves là-dessus, mais on n'autoriserait pas à l'Assemblée nationale qu'il y ait des imams, des évêques, des rabbins ou des gens en lien aussi proche, avec une telle proximité au pouvoir. On n'autoriserait pas que des cultes reconnus comme tels puissent avoir des membres aussi éminents dans les instances de pouvoir. On ne l'autoriserait pas. Et avec la franc-maçonnerie, ça passe. Et donc, imaginez seulement si cette affaire d'une loge criminelle déguisée en loge... Enfin, d'une officine criminelle, pardon, déguisée en loge franc-maçonne, imaginez si c'était le cas d'une officine criminelle déguisée en mosquée, ou déguisée en église, ou déguisée en synagogue. Mais c'est tout le culte qui prendrait un coup, c'est tout le culte qui se ferait tabasser médiatiquement. Et bien avec la franc-maçonnerie, ça passe. On est au-delà du fait divers. Voilà, dites-moi dans le chat ou en commentaire, si vous regardez le replay, dites-moi ceux qui étaient au courant de cette affaire de loge Athanor, pour prendre la température, que vous puissiez comprendre à quel point on n'en a pas parlé, alors que c'est gravissime, jusqu'à un ancien ministre suspecté d'être en lien avec ce truc-là. Et donc, ça pose une question éminemment problématique, qui est celle de la présence de la franc-maçonnerie dans la politique française. On va être très clair là-dessus. C'est une question qui pique, c'est une question qui ne faut pas trop évoquer. C'est pour ça que j'invite ceux qui me disent « Oui, Rémi, tu fais des blagues sur scène, machin, bidule et tout, tu fais pas le taf. » Bon, hein, t'as vu, avec ce genre d'infos, de vidéos, on est pas mal. Hein. Il y a un petit risque. Hein. Je suis pas que là pour faire des blagues sur le fiac de Marlène Schiappa. Tu vois, c'est le mélange juste milieu, vous connaissez la méthode. Donc voilà, c'est un petit rappel avec cette vidéo de montrer quand même l'engagement que j'ai par rapport à ces sujets. Et surtout que, on va dire, je considère, même si vous connaissez ma position, je considère que c'est la partie... comment dire, autorisé de mon travail. Je pense que
avec l'équipe Juste Milieu, on a fait des enquêtes qui vont beaucoup plus loin que ce que je vous dis sur la franc-maçonnerie, j'y viendrai, et que je suis conscient que sur YouTube, même si je prends ce risque de vous parler de ce genre d'affaires, parce qu'il y a des risques de censure, tu te doutes bien que pour trouver des salles de spectacle comme on est en autoproduction, si tu parles de ça, t'as vite fait d'avoir des bâtons dans les roues, hein, c'est pour ça aussi que j'ai besoin de votre soutien dans cette aventure-là, parce que plus je fais le travail sur YouTube, plus ça met en danger l'aventure sur scène, vous vous en doutez. Donc, dites-vous aussi que pour moi, c'est pas ce qu'on a fait de pire. C'est pas ce qu'on a fait de pire sur la franc-maçonnerie, parce qu'on a déjà publié deux enquêtes dans Juste Mensuel, très exactement. 2 enquêtes sur la franc-maçonnerie. Notamment, donc il y a 2 enquêtes que je peux vous montrer, hein, qui sont celles-ci. Donc, euthanasie, avortement, PMA, le rôle caché des francs-maçons, et celle-là, la franc-maçonnerie dans la politique française. Cette enquête, elle est un peu plus ancienne. J'avais écrit ça pour un Juste Mensuel en 2023. C'est une enquête sur laquelle j'avais creusé en faisant un annuaire des personnalités politiques avec tout ce que j'avais trouvé, un annuaire des personnalités les plus exposées, tout ce que j'avais trouvé d'éléments sur leur lien avec la franc-maçonnerie. Donc ça va de Mélenchon à Jacques Chirac, en passant par Benalla, par Macron, par Jean-Marie Le Pen. J'ai vraiment tout mis dans cette enquête-là qui m'avait pris des plombs, vous vous en doutez. Et ça, pour moi, ça va beaucoup plus loin que ce que je vous dis dans cette vidéo. Cette vidéo, je voulais absolument vous en parler, ça me semble très important. Mais je suis conscient qu'il y a des limites. Il y a des limites non plus, parce que après le courage, il y a la témérité. Donc, faut pas déconner non plus. Et ces enquêtes-là, vous le savez, les amis, c'est un travail qu'on fait, un travail de longue haleine, où, pour le coup, on peut lâcher les chevaux là-dessus, et on peut faire ce qui nous coûterait peut-être des soucis sur YouTube ou ailleurs. Donc, tout ça, on le met dans nos revues, parce que censurer une revue, c'est déjà un petit peu plus délicat. Et donc, on a besoin de votre soutien. En fait, vous faites comme vous voulez, mais si vous voulez avoir accès à ce travail-là, les amis, travail d'enquête plus poussé, il faut aller vers nos revues. Il faut aller vers nos revues, ça nous permet d'avoir une libre expression là-dessus. Ces 2 enquêtes, on les a réunies, si vous voulez les découvrir, on les a réunies avec un abonnement à Juste Mensuel. Donc vous choisissez l'abonnement que vous voulez, numérique, papier, et vous recevez automatiquement ces 2 dossiers, nos 2 enquêtes sur la franc-maçonnerie avec un abonnement annuel à Juste Mensuel. C'est le moyen pour nous, en fait, de continuer à faire ce boulot. On ne veut pas compter que sur YouTube, parce que, vous le savez, avec ce genre de vidéo, on a vite fait de se faire fermer la chaîne. Donc, qui veut la paix prépare la guerre, vous connaissez l'adage. Et nos revues, sauf erreur, ils ne pourront pas les censurer. Donc, si vous voulez nous aider et découvrir ces enquêtes sur la franc-maçonnerie, les 2 enquêtes dont je viens de vous parler, je vous mets le lien dans le chat sur Twitch. Et si vous regardez le replay YouTube, vous avez le lien en description, pour encourager une revue indépendante et qui fait ce genre d'enquête, qui traite ce genre de sujet en toute tranquillité. Voilà, il y a déjà des milliers de lecteurs qui ont pu le découvrir. Donc, c'est un bonheur pour nous aussi de vous proposer ça sous des formats différents et vous montrer que chez Juste Milieu, on essaie de faire ce taf-là. Que oui, il y a un abonnement, oui, il y a des contenus payants, mais vous voyez bien comment ça marche. C'est le prix de notre indépendance. Si on veut ne pas mourir, ne pas faire mourir Juste Milieu le jour où on ferme notre chaîne, on doit se préparer pour être solide, pour être robuste sur la suite et pour être vraiment indépendant avec un travail palpable, des enquêtes palpables. Vous pouvez les relire, vous pouvez les lire, les relire et bien sûr, c'est satisfait ou remboursé. Si ça vous plaît pas, on vous rembourse. Vous connaissez, bah oui, parce qu'on n'est pas con non plus. Donc, on est rigoureux là-dessus, les amis, et c'est un bonheur de vous partager ça. C'est un plaisir de vous partager nos enquêtes et notre travail. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur la franc-maçonnerie à ciel ouvert, les amis, parce que il y a vraiment des affaires extraordinaires. Cette affaire de la loge à Tanor, je tenais à vous en parler, je trouve ça complètement fou. Et c'est dire à quel point vraiment ça se fait à ciel ouvert, en toute tranquillité. Donc voilà un petit peu, les amis, ce que je voulais vous dire là-dessus. Il y a Renard83 dans le chat qui dit j'ai été initié par la franc-maçonnerie, mais je ne suis resté que 2 mois. Ça ressemblait à un club avec beaucoup de personnes avec une position sociale élevée, mais rien au niveau recherche ésotérique, à part 2 personnes. Certains francs-maçons n'étaient pas bienveillants, il fallait faire le service pendant les repas en tant qu'apprenti. Après voilà, c'est une réalité de l'intérieur que je ne souhaite pas connaître, très honnêtement, qui ne m'intéresse absolument pas. J'ai donné un peu mon rapport là-dessus, qui est un peu brut de décoffrage, mais ça, voilà, c'est pas trop
pas trop ma tasse de thé. Voilà les amis, ce que je pouvais vous dire. Je vais raccrocher les wagons les amis pour ce soir. Je vous avoue, je suis un petit peu fatigué. Hier, on a fait, il y a eu le Juste Bistrot 1h30, plus 2 heures de farce tranquille. Là, j'ai enregistré un interview ce matin avec un personnage que j'adore, que j'admire. Je vous donne le scoop, ça arrivera la semaine prochaine sur YouTube. C'est Marion Sigaud qui nous a fait l'amitié et l'honneur d'être avec nous sur Juste Milieu ce matin. L'interview sort dimanche prochain, donc pas celui-là, celui d'après. J'étais vraiment honoré de la recevoir. C'était un vrai plaisir. J'ai hâte de vous montrer la vidéo, les copains. Et elle sera d'ailleurs à retrouver dans le banquet de juillet. On l'a envoyé on l'envoie à l'imprimeur. Dans 5 jours, le banquet de juillet est prêt. Il y a Marion Sigaud dedans. C'est que du bonheur. Voilà les copains. Merci d'avoir été là. On se retrouve demain, plein badin, évidemment. Pardi. On se retrouve pour le Juste Bistrot à 16h30. Demain, c'est 16h30 parce que je dois partir à 17h45. C'est Mme Milieu. Elle m'a dit, tu quittes, je te fais une surprise. On fait un truc tous les deux. Donc, je sais pas. Donc, demain, t'as vu, sinon je vais me faire engueuler à la maison. Donc, c'est 16h30, 17h45. Voilà. Merci d'avoir été là, les amis. Je vous embrasse. Passez une excellente soirée. Voilà. Profitez, faites des choses que vous aimez. Faites-vous plaisir. Ça fait du bien. Voilà. Je vous embrasse. Je vous aime, les copains. On se retrouve demain, 16h30 dans le Juste Bistrot. Vive la rigolade et vive la France.